Bienvenue aux littératures européennes de Cognac. Bienvenue aux littératures européennes de Cognac. Bienvenue aux littératures de Cognac. Benvenuti al Festival delle Letterature Europee di Cognac. Donc cette rencontre qui réunit un auteur français et un auteur italien a pour titre Kaléidoscope quand la vie prend tout son sens, parce que ce sont deux romans, alors pas deux romans chorales, mais enfin en tout cas deux romans où il est question de, à travers un personnage, une vie, soit du portrait d'un immeuble, soit du portrait d'une vie ou de plusieurs vies, mais toutes se raccrochant à celle ou à la décision d'un personnage. C'est ce qui est le cas par exemple dans votre tout dernier roman en date, alors je crois que c'est le 26e, enfin, du moins c'est le 26e livre que vous avez écrit, Jeanne Benhammer. Oui, mais j'ai compté œuvre jeunesse et œuvre dite adulte, profane aux éditions. Oui, je sais pas, j'ai pas compté. Qui a eu le Grand Prix RTL Lire, voilà, un livre qui est ce magazine dans lequel j'ai le plaisir d'écrire, donc c'est aussi pour ça qu'on m'a confié cette table ronde. C'était au printemps dernier, et là c'est l'histoire d'un homme de 90 ans qui à un moment décide de se faire entre guillemets, on va dire surveiller, mais enfin décide que 4 autres personnes vont s'occuper de ses jours et de ses nuits, et habiter chez lui, etc. Et c'est le portrait de ces 4 autres personnes qui forment la question du kaléidoscope, du portrait de vie dans ce livre. Et par ces 4 personnes, on va aussi en apprendre sur le monsieur de 90 ans qui au départ a décidé que d'autres allaient à présent aussi s'occuper de sa vie. Il y a question de croyance et de sacré aussi dans ce livre-là, comme d'ailleurs au tout début du génie de l'éléphant. C'est votre premier roman en France, la première traduction de Marco Missiroli, qui est paru au printemps également aux éditions Rivage. Et là, c'est l'histoire d'un homme qui est curé, et puis un beau jour, il décide de ne plus être prêtre, c'est à Naples. Il décide de devenir concierge dans un immeuble, et c'est aussi le portrait de plusieurs habitants de l'immeuble qui vont procurer le côté choral justement de ce livre. C'est un portrait à la fois social, psychologique, urbain et contemporain de cet immeuble de Naples aujourd'hui. D'où donc votre correspondance avec notre thème et notre histoire de kaléidoscope. Alors justement, je voulais commencer par vous, Marco Missiroli. Je disais Naples, c'est donc cet homme qui décide à un moment d'en finir avec la soutane et de devenir concierge d'immeuble. Ça a été quoi le déclic de départ? C'était l'immeuble, c'était juste histoire de style qui change radicalement de métier et de vocation? Oui, bonsoir. Je parlerai in italien parce que le français mi fatigue. C'è un problema. Il libro è nato per una legge. Le livre est né à partir d'une loi. Una legge dell'anima che ha scritto James Hillman, che è uno psicanalista americano. Donc un livre écrit par un psychanalyste américain. Che dice che due solitudini dello stesso peso. Qui dit que deux solitudes du même poids fanno una solidarietà. Font une solidarité. Ma se le solitudini sono gerarchiche, mais si les deux solitudes sont hiérarchiques, una solitudine sarà molto più pesante dell'altra. Une solitude sera plus pesante que l'autre. Questa è la forza che ha portato a scrivermi il romanzo in un condominio dove si incontrano solitudini di tutte lo stesso peso. Donc c'est ce qui m'a conduit à écrire ce livre qui se déroule dans un immeuble où toutes les solitudes ont le même poids. È una salvezza collettiva, il caleidoscopo è questo, la salvezza di tutte solitudini che si incontrano e fanno una solidarietà. Donc c'est la solitude, c'est le salut de plusieurs solitudes qui, réunis ensemble, constituent une solidarité. L'immobile, il condominio è il recipiente di questa nuova vita. L'immeuble est le récipient de cette nouvelle vie. Che poi è chiamata resilienza. Que l'on appelle la résilience. Et chez vous, Jeanne Benhammer, alors à Pietro, l'ancien prêtre devenu concierge de Marco Missiroli, répond Octave, 90 ans, qui décide donc à un moment que d'autres vont aussi s'occuper de sa vie, et c'est ces autres dont la plume, la vôtre, qui va nous raconter la vie, et aussi c'est d'Octave. Alors là, pareil, c'est né d'Octave, c'est né de l'âge d'Octave, c'est né de quoi ce livre bilan et qui décapsule comme ça d'autres vies que la sienne,
Le déclencheur, on va dire, hein, ça a été la proximité avec un homme qui était un homme de 90 ans et qui avait décidé de rester chez lui, effectivement, de rester dans sa maison, et qui avait donc ce qu'on appelle des auxiliaires de vie, qui venaient s'occuper de lui. Mais il ne les avait pas choisis, et il n'y avait pas du tout le même contexte, si ce n'est que je me suis, moi, intéressée à la venue dans sa maison de ces gens qui venaient à des heures particulières, et qui donc se retrouvaient dans le même endroit. J'écoutais avec intérêt ce qui se disait à ma gauche, parce qu'effectivement la maison a un rôle très important dans Profane, comme l'immeuble là. Et si lui au départ est un homme qui lit l'Ecclésiaste, qui lit les évangiles, il est conscient qu'il renverse les évangiles. C'est-à-dire que, alors que dans les évangiles on a 4 personnes, comme les 4 qui vont venir autour de lui, et qui viennent pour entendre l'enseignement du Christ et le transmettre, lui se rend compte à 90 ans, alors qu'il a été chef de clinique, chirurgien, etc., très reconnu, que c'est lui qui a besoin d'être enseigné par les vies imparfaites des 4 qu'il a choisis. Ce qui rejoint l'histoire des solitudes et de la hiérarchie qui s'abolit, c'est-à-dire qu'on passe à l'horizontale, on quitte le vertical, pour qu'effectivement quelque chose puisse avoir lieu du lien humain dans toute son imperfection, et c'est ce que je trouve intéressant, c'est ce que j'aime. On peut se poser une question toute bête, parce que le cercle déclencheur, c'est l'histoire des auxiliaires de vie. Mais auxiliaires de vie, enfin voilà, c'est vrai. Mais du coup, comment avez-vous défini, s'il vous plaît, l'âge d'Octavo? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, pour des questions et du bilan de vie et de passé, il fallait qu'il ait 90 ans, et pas qu'il soit éventuellement plus jeune, mais éventuellement handicapé? Oui, c'est-à-dire que là, il se trouve que moi, j'ai eu la chance de côtoyer des gens très très âgés. La chance de côtoyer encore une personne très proche qui a 97 ans. Et j'ai vu qu'à 90 ans, il y avait eu une bascule. C'est quelqu'un qui est toujours dans la pleine conscience, etc. Mais comme si, à l'âge de 90 ans, il y avait quand même vraiment l'échéance qui se profile d'une vie humaine, la conscience de cette échéance, et en même temps, la claire conscience du monde autour, et que pas une journée ne doit se perdre. Et donc, pour moi, quand Octave Lassalle met en place toute cette infrastructure, c'est pour une aventure de vie. Il lui reste forcément peu de temps, voilà, mais on ne sait pas, et il veut que chaque jour soit vif. Et donc il crée l'infrastructure pour ça. Alors de la même manière qu'en lisant le livre, on va s'apercevoir à peu près pourquoi et comment Octave a choisi ces 4-là, c'est aussi ça la démarche qui se déplie après. Vous, comment vous les avez choisis? Comment vous avez choisi cette étudiante en infirmier, cette peintre, Marc, qui est un homme seul, traumatisé? Comment est-ce que vous les avez choisis pour qu'ensuite Octave les choisisse? C'est difficile, hein, comme question. Je ne sais pas tout, loin de là, de ce qui se passe quand j'écris. Il y a bien des choses qui se passent à mon insu, donc ce que je peux dire, c'est quand même, c'est la part émergée de l'iceberg. Ça m'intéressait qu'il y ait un homme. Il en fallait un pour la toilette future, peut-être, d'Octave Lassalle, qui est quelqu'un qui pense très précisément à la suite. Hein. Donc il lui fallait un homme. Cet homme qui est arrivé, c'est un homme qui a vécu des guerres. On comprend qu'il a été mercenaire ou quelque chose comme ça. Et donc c'est un homme dont les mains ont connu le sang. Voilà. Peut-être même l'a-t-il fait lui-même couler. Voilà, c'était suffisamment important pour que je sais que maintenant dans le roman dans lequel je suis en travail là, c'est encore cet homme-là qui draine le roman suivant. Il faut croire que ça m'importe. Après les 3 femmes,
il y avait pour moi une sorte de déesse prosaïque, c'est Yolande Grange, celle qui range la maison, qui... Voilà, il fallait qu'il y ait cette vigueur, cet attachement aux choses et cette générosité. Et je me suis rendu compte seulement, bien après avoir écrit le texte, que la jeune fille Béatrice, en fait, a l'âge de la fille qu'Octave Lassalle a perdue, c'est-à-dire qu'elle a l'âge qu'avait sa fille au moment où elle est morte, et que Hélène Havel, la femme qui est peintre, a l'âge qu'aurait eu la fille d'Octave si elle avait vécu. Et ça, par exemple, je ne m'en suis pas rendu compte en écrivant. C'est maintenant que je peux voir un peu les choses. Voilà. Ça, je m'en étais pas rendu compte. Simplement, je me rendais compte qu'elles avaient une proximité, mais je ne savais pas laquelle. Je sentais bien que ces deux-là avaient une proximité, que Yolande Grange était vraiment un personnage, vraiment, elle, très différente. Et les deux, je sentais une résonance, mais je ne savais pas quelle elle était. Je ne savais pas. Voilà. Alors, même question pour vous, Marco Missiroli. Comment est-ce que ces habitants dont on va découvrir un peu soit le présent, soit la vie, alors parmi eux, il y a Fernando, qui est un jeune déficient mental, il y a un autre qui est sous le joug d'une magma très très présente, il y a un docteur, il y a un échographe, il y a un avocat, très très fantasque. Comment est-ce que ces personnages-là, comment est-ce que vous les avez fait entrer dans l'immeuble, ces personnages-là? Quando mi sono lasciato con la mia fidanzata storica, Quand nous nous sommes séparés avec ma fiancée historique, dovevo cercare casa velocissimamente perché il dolore era troppo forte. je devais trouver un nouvel appartement parce que la douleur était trop forte. E una mia collega mi ha detto vai in casa mia che visto che sei così disperato. Et une collègue m'a dit va chez moi parce que je vois que tu es tellement désespéré. Allora io vado in questa casa e entro a questo secondo piano di questa casa milanese. Donc j'entre dans cet immeuble milanais de 2 étages. E mano a mano incontro tutte queste persone che poi sono finite nel senso dell'elefante. Et petit à petit j'ai rencontré tous les personnages qui ont fini par entrer dans le génie de l'éléphant. Quindi sono stato semplicemente una carta moschicida dove le mosche si sono impigliate, insomma. Donc moi j'ai été un peu le papier tue-mouche où les mouches sont venues s'agglomérer. E questa è una grande fortuna per uno scrittore. Et c'est une grande chance ça pour un écrivain. E ricordo un episodio, tutto quello che scrivo nel libro è vero. Donc tout ce que j'écris dans ce livre est vrai. E ricordo un episodio in cui il protagonista del libro, uno dei protagonisti, l'avvocato Poppi, Donc je me souviens d'un épisode où l'un des personnages du livre, l'avocat Poppi, omosessuale, ebreo, settantenne impertinente, homosexuel, juif, sexagénaire et impertinent, mi ha detto Marco, signor Missiroli, vedo che la maniglia della sua porta Monsieur Missiroli, lui a-t-il dit, je vois que la poignée de votre porte è sempre molto pulita, est toujours très propre, quindi lei non riceve persone a casa. mais vous ne recevez personne chez vous. E io gli ho risposto, Alors je lui ai répondu, perché non si fa i fatti suoi? pourquoi vous ne vous occupez pas de vos affaires? E lui mi ha risposto, perché lei è una persona sola in questo momento. Et il m'a répondu, parce que Lei è una persona sola. Parce que vous êtes une personne solitaire en ce moment. E quindi l'italiano medio, e proprio fa parte un po' della nostra popolazione, crede sempre che ci sia un secondo fine. Et donc l'italien moyen, qui est une catégorie de notre population, croit toujours qu'il y a une deuxième fin. In questo caso la persona era omosessuale. Et dans ce cas-là, la personne était homosexuelle. E per la prima volta invece avevo incontrato chi aveva le genie dell'elefante. Et c'est la première personne que j'ai rencontrée et qui avait le génie de l'éléphant. La protezione dei figli al di là dei legami di sangue. La protection des enfants au-delà des liens du sang. E ho iniziato a controllare ogni giorno, e lui controllava ogni giorno che queste ditate sulla maniglia crescessero. Et donc,
l'avvocato Poppi controllava da quel momento, da quel giorno, Ah oui, à partir de ce jour, l'avocat s'est mis à vérifier tous les jours la poignée de sa porte. e mano a mano crescevano le ditate, quindi la mia vita è ricominciata. Et petit à petit, les traces de doigts sur la poignée réapparaissaient et donc ma vie recommençait. Quando ha fatto la fine che ha fatto, ed è una fine tragica, Lorsqu'il est mort comme il est mort, et il est mort tragiquement, mi ha lasciato un biglietto che ho scritto: il m'a laissé un petit mot où était écrit Cher Marco, il faut avoir du courage. Et donc, c'est les unités del fondo. Ce faisant, donc vous mettant dans les pas, parce que ça n'arrive à la troisième personne, mais vous mettant dans les pas d'un homme qu'on sent lâché par sa vocation. Il y a un moment, il s'estime lâché par Dieu. Hein. C'est pas il ne choisit pas de plaquer l'Église, il se sent lâché par la voix, le sacré. Et donc du coup, il devient concierge. Ce faisant, mine de rien, c'est vous qui devenez le concierge aussi. C'est vous qui êtes le premier concierge avant lui. Et alors, quand on commence à voir l'effet que ça lui fait d'être lâché par sa vocation, il dit ceci: je savais qu'être abandonné par Dieu n'est pas une affaire d'agence matrimoniale et que devenir concierge est un bon antidote contre le vide. Est-ce que vous diriez la même chose de votre vocation d'écrivain? Parce que vous, c'est votre identité et votre vocation d'être écrivain aussi. Sì, la vocazione dello scrittore è un peso molto spesso, la vocation d'écrivain, souvent c'est un poids, ma è anche un alibi. mais c'est aussi un alibi. Penso di essere quando scrivo, di essere né uno scrittore che raccoglie anime, Quand j'écris, je ne suis ni un écrivain qui raconte des âmes, ma uno scrittore che può dare catarsi. mais un écrivain qui peut apporter la catharsis. E quindi credo di avere sbagliato completamente lavoro Je crois que je me suis donc complètement trompée de profession e dovevo fare il et portinaio. que j'aurais dû être concierge. Ho scoperto una cosa fondamentale: J'ai découvert quelque chose de fondamental. i portinai sono i più grandi politici Les concierges sont les plus grands hommes politiques che esistono sulla faccia della terra. qui existent sur Terre. Possono provocare guerre Ils peuvent provoquer des guerres e possono provocare assolutamente dei trattati di pace, et peuvent aussi provoquer des traités de paix. e dunque ci sono casi in cui abbiamo dei portinai tremendi. Il y a donc des cas où on a affaire à des concierges terribles, Berlusconi, per esempio, comme Berlusconi, avrebbe creato dei grandi casini in qualche appartamento, qui auraient mis un joli bazar dans certains appartements, e degli altri portinai come il mio, che si chiama José, et d'autres comme mon concierge qui s'appelle José, che mette pace qui apporte la paix. e avrebbe firmato molti dei trattati della seconda guerra mondiale. Et lui, il aurait signé beaucoup de traités de paix à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Quello che conta e che a me interessa Ce qui compte et qui m'intéresse, è che tutti i portinai abbiano degli ossimori, c'est que tous les concierges aient des oxymores, cioè dei contrasti dell'anima. c'est-à-dire des opposés, des oppositions dans leur âme. Non mi fido dei portinai, delle persone, delle anime Je n'ai pas confiance dans les personnes, dans les concierges ou dans les âmes che sono solo luce, qui ne sono sont solo que bianco. lumière, qui ne sont que lumière et qui ne sont que pureté. On parlait du sacré, qui est une dimension très présente aussi dans Profane, si on voit les titres. À un moment, alors Octave, de par son âge, de par la mort de sa fille, de par les réflexions et les peurs qu'il a de la mort qui s'est a priori proche, a vous lui fait avoir des idées, des réflexions sur le sacré, Dieu, pas Dieu, etc. Alors, c'est pas toujours clair dans son esprit, parce que c'est clair dans l'esprit de personne en fait. Si on est attiré par le sacré, est-ce qu'on est attiré vers le sacré, mais aussi vers son incarnation religieuse, si oui, laquelle, et qui, etc. Et c'est précisément les questions qui se posent. C'est tout bête, mais vu d'un lectorat français, vu l'âge du bonhomme, vu son passif et vu la façon dont il parle de la mort et du sacré, on ne peut que penser à Mitterrand aussi, qui justement, et je sais que je ne suis pas le seul à avoir vu loin dans les journalistes, à avoir, parce que les réflexions, encore une fois, qu'il a sur cette question du sacré, mais d'un sacré qui pourrait être laïque ou pas, ça y fait penser. Bref, c'est cette imprégnation du sacré quand on pense à la mort, etc. Comment est-ce que vous l'avez mis dans la vie et le destin et la psyché d'un homme à 90 ans, et comment est-ce que vous avez ensuite manié tout ça?
Bon, moi, je suis issue d'une famille des deux côtés d'immigration. D'un côté, un père d'origine tunisienne qui se référait à un islam très ouvert. D'un autre côté, une mère italienne qui était catholique. Et les deux se sont mariés, ça ne les a pas empêchés de faire des enfants et de nous élever dans une sorte de culture étonnante, je m'en rends compte aujourd'hui, mais quand on est petit, on ne s'en rend pas compte, où il y avait une ouverture extrême. C'est-à-dire que mon père faisait venir à la maison un prêtre, un pasteur, il y avait un rabbin, et ils discutaient des textes ensemble. Donc j'ai eu la chance de trouver ça normal quand j'avais 10 ans. Voilà. Et quand même, maintenant, aujourd'hui, je note que ma mère n'était pas invitée à ces colloques de messieurs. Hein? Donc voilà, il y avait quand même ça aussi. Et moi, je me suis inscrite dans aucune religion, en fait, aucun dogme. Ça m'intéresse d'être à la porte. C'est un peu profane, c'est celui qui est devant le temple, c'est ce qui m'intéresse. Je fais le tour, je regarde. Et peut-être un peu dans, vous savez, il y a le dicton qui m'amuse beaucoup, qui est les filles bien vont au paradis, les mauvaises filles vont partout. Je préfère être une mauvaise fille. Donc, voilà, les gens qui sont toute lumière, on a ça en commun, me font très peur. Donc ça, parce que ça rejoint très très vite quelque chose qui nous mène aux intégrismes de tout poil, enfin qu'on connaît de toute façon, et à ce côté intact. Moi, ce qui m'intéresse chez les êtres humains, c'est justement le fait qu'on n'est pas intact, qu'à l'intérieur de chacun de nous, il y a, enfin, du moins moi je parle pour moi, il y a l'opaque. Je sais qu'il y a les ténèbres, j'en ai, et il y a l'opaque, il y a la lumière, il y a des tentatives pour faire venir à plus de conscience et de lumière les choses. Donc je lis beaucoup, ça se passe avec les mots, avec la littérature, avec l'Ecclésiaste que je lis aussi, avec les évangiles, avec des tas d'autres lectures. Et c'est tout ça qui m'intéresse. Je me rends compte que la vie, pour moi, a quelque chose de sacré, que le mot sacré n'a pas à être pris par les religions, qu'il appartient à tout un chacun, et que, voilà, moi je revendique ça, d'avoir ce sentiment du sacré, du vif de la vie, sans pour autant entrer dans quelque dogme que ce soit. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Je suis étonnée pour Mitterrand quand même. Ce qui va, ça, oui, ah ouais, j'ai ce jamais qui dit bien pensé. ni mal ni péjoratif ni rien. C'est Non, une trace mais j'ai présente jamais qu'on a d'un homme pensé, qui savait parler comme ça, Ah ouais. du profane, justement, du sacré non religieux, etc. Ah Et ouais. on pense aussi de parlage et le fait que c'est récent. Ouais, Et je pose la question pour voir si vous y avez pensé, mais du coup, Eh ben la réponse. C'était aussi pour ça que je faisais cet aparté. Cette question, justement, vous finissiez par le dogme, par le sacré qui n'a pas à être accaparé par les religions. Est-ce que c'est pas quelque chose qui était au centre de la démarche de Pietro une fois qu'il se sent abandonné par Dieu? Justement, est-ce qu'il ne s'agissait pas pour lui, comme pour vous, en gros, de revenir sur terre, c'est le cas de le dire, et de voir comment est-ce que des préceptes peuvent être appliqués concrètement? Sono cresciuto in una famiglia laica J'ai grandi dans une famille laïque e comunista. et communiste. È così, mio nonno, quando io andavo sempre, mia mamma non voleva che andassi in bicicletta con mio nonno, Ma mère ne voulait pas que j'aille faire du vélo avec mon grand-père, perché quando il semaforo era rosso, parce que quand le feu était rouge, gli diceva dobbiamo andare, piccolo Marco, il disait on doit y aller, petit alza il Marco. pugno Lève le poing e passa sotto il semaforo rosso. et grille le feu. Abbiamo vinto la morte almeno 60 volte On a défié la mort au moins une 60aine de fois. e nonostante questo lui votava e mia madre lo sapeva perché glielo dicevano Ma mère le savait parce qu'on lui e racontait. quindi il divieto era che non si poteva andare con mio nonno Et donc l'interdit, c'était de ne pas aller avec mon grand-père perché sfidava Dio con Mao. parce qu'il défiait Dieu avec Mao.
Ed è stato un problema per molto tempo, Et ça a été un problème pendant longtemps. scegliere Mao o Dio. Choisir Dieu ou Mao. In mia famiglia sceglievano tutti Mao o Togliatti. Dans ma famille, on choisissait tous Mao ou Togliatti. E quando io e mia sorella abbiamo iniziato ad andare a messa ogni domenica, Et quand ma sœur et moi, on a commencé à aller à la messe tous les dimanches, mio padre ha alzato il bicchiere di vino e ha detto Fiorella, che è mia madre, mon père a levé son verre de vin et a dit à ma mère, Fiorella, dove abbiamo sbagliato. où est-ce qu'on s'est trompé? E questo conflitto tra Mao, Dio e la carnalità Et donc ce conflit entre Dieu, Mao et le charnel, è in Pietro. et tout est compris dans le personnage de Pietro. E alla fine del libro, quando mi sono chiesto se questo prete, che non era più prete, Et à la fin, quand je me suis demandé si ce prêtre, qui n'était plus un prêtre, mi sono chiesto chi è il suo punto di riferimento adesso. je me suis demandé, et c'est quoi maintenant son point de référence? E la risposta è stata l'umano. Et la réponse a été l'humain. Alors quand on pense Italie, communiste, en l'occurrence qui était marxiste, et catholique, on pense aussi à Pasolini. Qu'est-ce qu'il représente, Pierpaolo Pasolini pour Mi annoia profondamente Pasolini, Il m'ennuie profondément, Pasolini, J'ai pas de chance avec les apartés. però fa molto figo dire che è bello, mais ça fait bien de dire que c'est un bon auteur. ma adoro il cinema di Pasolini. Mais j'adore son cinéma, La ricotta, ne parlavo prima. comme La Ricotta, le film. Però i testi sono molto pretenziosi. Mais ces textes sont vraiment très prétentieux. Chi sono io per giudicare Pasolini? Qui suis-je moi pour juger Pasolini? Personne, moi je les juge également parce que je ne l'aime pas. Non è Pasolini ma è Buzzati, il mio riferimento, Ma référence est Buzzati, che passa continuamente dal umano qui passe continuellement de l'humain a Dio à Dieu, attraverso lo spirito, à travers l'esprit, che è una forma abbastanza neutra. qui est une forme assez neutre. Et pour revenir un petit peu sur la structure de cet immeuble et donc du roman, le roman est basé sur beaucoup d'ellipses. On entre dans la vie de l'un, on en ressort, on rentre dans la vie de l'autre, exactement de la façon dont on rentre dans un appartement, on en ressort, un autre palier. Est-ce que justement il fallait calquer dans le roman la structure un peu d'un immeuble? Ho riscritto questo libro 11 volte, J'ai réécrit ce livre 11 fois. perché quando si parla di un condominio c'è solo un problema: Parce que quand on parle d'un immeuble, il y a un seul problème, modularizzare i movimenti, su, giù. moduler les mouvements entre en haut, en bas, en haut, en bas. Questo provoca noia Et ça, nel lettore. ça peut être ennuyant pour le lecteur. E allora mi sono riguardato un film che mi ha segnato profondamente, Alors j'ai regardé un film qui m'a marqué profondément, Una giornata particolare di Ettore Scola, Une journée particulière de Ettore Scola, che fa di uno spazio chiuso qui fait d'un espace fermé lo spazio di libertà più grande di due uomini. l'espace de liberté le plus grand pour deux êtres humains. E non parlo del terrazzo. Et il ne parle pas de la terrasse. Scusate, c'è una scena quando Marcello Mastroianni balla il mambo Il y a une scène où Marcello Mastroianni danse le mambo e quello e ha i piedi segnati per terra. et il y a les marques de ses pieds inscrites sur le sol. Quello è il punto più alto di una stanza chiusa con un animo aperto. È il punto più alto narrativo Ah, c'est le point narratif le plus aigu di una stanza chiusa d'une pièce fermée con un'anima aperta dentro. avec une âme ouverte à l'intérieur. La libertà che rompe i muri. La liberté qui brise tous les murs. E questo era quello che dovevo fare nel mio romanzo. Et c'était ça que je devais faire dans mon roman. Ma io non sono né Mastroianni né Scola, Mais je ne suis ni Mastroianni ni Scola. ma Valerio Smonti. Pas mal déjà. Comment, pour vous aussi, Jeanne Benhammer, on a dit ici au début, il s'agit de 4 personnes qui vont se relayer dans la demeure et donc après dans la vie d'Octavo. Et du coup, le roman suit toute la période où ils vont s'en occuper de manière assez linéaire, mais on sent bien que justement les 4 moments de la journée où ils interviennent, et donc c'est pas les mêmes heures, Octave n'est pas dans le même état, ne pense pas aux mêmes choses de la même façon, et eux ne sont pas les mêmes.
Ils sont caractérisés psychologiquement par les heures aussi auxquelles ils arrivent dans la maison, parce que c'est au début leur fonction. Comment ça a participé justement, alors je ne vais pas dire à la construction, mais à l'élan du roman? Oui, il y a quelque chose dans l'espace et dans le temps, hein, puisque là on a une maison où en fait il y a le lieu commun en bas, avec le bureau d'Octave. Le premier étage c'est pour Octave, et le deuxième étage ce sont les 4 chambres qu'ils peuvent utiliser à leur guise. Et il y aura 4 moments, effectivement. Et moi j'ai essayé d'être, comment dire, moi j'ai essayé d'être la maison, en fait, je me rends compte hein, dans le travail que j'ai essayé d'être la maison, moi. Voilà, pour sentir ce qui émanait du matin, comment la lumière rentre dans la maison, et c'est comme ça aussi qu'il y a l'élan du personnage. Par exemple, Marc, le matin, il vient quelquefois à pied, il marche pour venir. Et donc il y a cette marche avec la lumière du matin. Forcément, quand il pousse la porte, ça ne va pas être la même chose que quand arrive Béatrice, qui elle arrive le soir, au moment de la nuit. Marc, c'est celui qui va faire entrer la lumière dans la maison, il ouvre les volets. Donc ils ont chacun des mouvements de la vie de tous les jours, en fait, qui sont symboliquement importants. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse quand j'écris, c'est de travailler sur les plus petites choses, les choses très prosaïques, très ténues, voilà, comme ouvrir ou fermer les volets, ce qu'on sent dans les bras quand on fait ça, et dans quel état d'esprit ça nous met. Parce que je pense que notre corps, c'est nous, hein, on n'est pas séparés, on en parlait hier, entre le avoir un corps de Brigitte Giraud, et on travaille beaucoup, on réfléchit ensemble toutes les deux sur cette affaire de corps, et c'est une affaire qui est tout entière dans le mouvement de la pensée, du corps en même temps. Donc moi je pense qu'il y a plein de petits gestes toute la journée que nous faisons sans même nous en rendre compte, quand on enfile un pull ou quand on enlève sa jupe, et tout ça en fait ce sont des petits ponts au-dessus du temps, et on ne se rend même pas compte qu'on les fait, ces gestes. Et quand j'écris, je suis attentive à toutes ces petites choses-là que je rate à longueur de temps, comme vous tous, qu'on rate tous à longueur de journée. En fait, je crois que je voudrais être éternelle. Je voudrais bien. Pour rester sur le temps et sur le temps. Ouais. Et je peux poser une question à Nanni Moretti. La messe est finie. Est-ce que vous y avez pensé quand vous avez écrit? J'y pense tellement là en écoutant. Non so, grazie per la domanda. Mi è antipatico pure Nanni Moretti a me. Même Nanni Moretti m'est antipathique. Tranne la stanza del figlio. Sauf la chambre du fils. Non è snobismo. Ce n'est pas du snobisme. È una cosa di animo. Adoro Sorrentino. C'est une question d'esprit. Par exemple, j'adore Sorrentino. Perché c'è qualche cosa in quello... Lui est écrivain et cinéaste. Ah oui, c'est écrivain et cinéaste. Mi piacciono molto le persone che tirano fuori dalle gabbie gli imprigionati. J'aime beaucoup les personnes qui sortent des cages les prisonniers. Per questo vi consiglio Le conseguenze dell'amore, se non l'avete visto. Voilà pourquoi je vous conseille Les conséquences de l'amour si vous ne l'avez pas vu.